Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette série Oracle Cloud in Action Week. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc pour la session 3 de cette week où vous allez pouvoir découvrir comment OCI répond aux challenges imposés par l'IA, performance, intégration, scalabilité et maîtrise des coûts. Je suis Flavie Chalon, chef de projet marketing chez Oracle et je suis ravie de vous accompagner pour cette session. Avant de rentrer dans le cœur du contenu, je souhaite vous rappeler que vous avez à disposition des formations sur Oracle University qui vous permettent de monter en compétences sur les sujets du data management, mais également de nos offres cloud. Autre proposition pour vous ce matin, c'est de rejoindre notre groupe LinkedIn Objectif Cloud Oracle. C'est une communauté qui compte aujourd'hui plus de 1000 membres et ce groupe vous permet de recevoir l'actualité de nos technologies, de suivre le programme de nos prochains événements, mais également d'accéder au replay de cette série notamment. Il est possible d'accéder à ces formations et au groupe LinkedIn tout simplement grâce aux deux QR codes qui sont affichés actuellement à votre écran, mais également sur les liens qu'on partage dans le chat Zoom. Revenons maintenant sur le programme de cette série. Nous avons donc commencé cette série mardi, où nous avons fait un tour d'horizon d'Oracle Cloud Infrastructure, ses nouveautés, ses avantages et ses différenciateurs. Hier, nous avons également parlé des avantages du cloud Oracle, des services Oracle, mais cette fois-ci dans des infrastructures hybrides chez vous ou derrière votre firewall, et notamment les solutions qu'on appelle Cloud at Customer. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces deux sessions en replay par le lien qui est partagé dans le chat Zoom actuellement. Demain, nous vous proposons donc le dernier webinaire de la série qui vous expliquera comment OCI répond aux exigences en matière de localisation, de contrôle, de sécurité et de conformité de vos data. Aujourd'hui, nous sommes donc sur la session 3. Vous allez pouvoir découvrir comment Oracle Cloud Infrastructure répond aux challenges imposés par l'IA. Performance, intégration, scalabilité et maîtrise des coûts. La slide du Safe Harbor qui atteste que les contenus qui seront traités aujourd'hui n'ont pas valeur de contrat. Et aujourd'hui, je serai donc tout simplement accompagnée de Thomas Varley, Principal Cloud Architect, Eduardo Serra, Principal Account Cloud Engineer, qui nous rejoindra plus tard lors de la session de la Q&A, et également Othman Tari, Principal Account Cloud Engineer. Othman, je te laisse te joindre à nous. Merci Flavie. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran sur cette page-là. Du coup, bonjour à tous. On va commencer cette session là, avec la question fondamentale qui nous a réunis aujourd'hui. C'est comment OCI répond au challenge imposé par l'IA. On sait tous que l'IA a dépassé le stade de l'expérimentation. Mais entre le concept et la réalité opérationnelle, il y a quelques challenges. Et c'est pour ça qu'on est là pour introduire quelques solutions qui permettent d'accélérer cette adoption-là. Du coup, commençons par les fondamentaux. Souvent, on pense que faire l'IA, c'est simplement louer un GPU et lancer un script Python. La réalité est beaucoup plus complexe. Déjà, en regardant cette stack technique d'infrastructure IA, déjà, en termes d'infrastructure, en termes bas niveau, tout en bas, on a le socle physique. C'est pas n'importe quel serveur qu'on va utiliser. On parle ici du compute HPC, de GPU NVIDIA, les H100, les A10, mais aussi la partie stockage et réseau. Réseau, c'est critique. Et c'est vraiment un élément très important pour toute la partie entraînement distribué. Et après, le stockage, c'est ça le nerf de guerre qui va délivrer les données plus rapidement, par exemple, pour ne pas bloquer les GPU. Et après, un petit peu plus haut, on a les compilateurs, les bibliothèques. Juste au-dessus, c'est la couche de traduction. C'est ici qu'on a les drivers, NVIDIA, les CUDA. Et c'est la couche qui permet au logiciel de parler au hardware. Une incompatibilité sur les versions et rien ne fonctionne. Et après, et une partie aussi très importante, c'est les bibliothèques de communication, surtout qu'on est sur un environnement distribué. Et cette couche-là, elle est souvent oubliée, mais elle est cruciale surtout pour la Gen AI, parce que quand un modèle il est trop gros pour un seul GPU, comme les Llama 70P ou les 405P, il faut le découper en shards. Et ces morceaux-là, ils vont communiquer entre eux
il faut que ça communique à très haute vitesse. Et c'est là qu'on utilise des protocoles comme les NCCL, les NPI. Et sans ça, les GPU vont attendre les données. On perd bien sûr l'argent sur les GPU. Et après, on a les frameworks de machine learning. C'est là notre espace de travail. Par exemple les PyTorch, les TensorFlow, les JAX. C'est là où le code du modèle va être exécuté. Et à la fin, on a au sommet l'orchestrateur. C'est là, c'est obligé d'avoir un orchestrateur pour gérer 10, 100, 1000 GPU et surtout pour comment gérer les pannes. Et c'est là le rôle on a un outil pour ça qui a fait ses preuves, c'est Kubernetes qui permet de faire l'orchestration. Et chaque couche, c'est une source, comme on a vu, c'est une source potentielle de friction. On a le parti infrastructure, on a le défi de choisir la bonne forme. Est-ce qu'il faut du A10? Est-ce qu'il faut le H100? Comment on va configurer le réseau pour éviter la latence? Et surtout, l'installation des drivers, les CUDA. Faut s'assurer de la compatibilité. On a le défi de logiciel, les frameworks, et surtout que l'écosystème bouge très très vite. Quelle version de VLLM utiliser? Comment intégrer les modèles privés ou le Hugging Face, là, c'est sécurisé. Comment faire du fine-tuning sans casser l'existant? Tout ça, c'est des questions très importantes et qu'il faut savoir gérer sur un déploiement. Et après, dernièrement, c'est le question de l'observabilité, les MLOps et monitoring. Et c'est souvent l'angle mort. C'est une fois le modèle est déployé en prod, comment savoir s'il performe, on ne veut pas juste monitorer le CPU, par exemple, on veut monitorer la latence d'inférence, le nombre de tokens par seconde. Et on veut que tout ça, se scale automatiquement et, en se basant sur ces usages-là, et non pas que sur, par exemple, l'usage mémoire ou CPU. Et c'est là où on a une solution intéressante qui s'appelle OCI AI Blueprint. Et je vous présente l'architecture et après je montrerai directement le déploiement, comment ça se passe. En termes de couche basse, on a l'infrastructure euh, OCI par exemple, pour le déploiement. On va utiliser des formes de compute GPU, bare metal, VM et des CPU par exemple aussi. Pour le networking, on peut activer le cluster networking avec RDMA, qui utilise le Rocky V2, par exemple. Et Thomas, après, il va vous détailler cette partie-là de RDMA accélérant. Et ça, c'est ça qui permet au GPU de se parler directement sans passer par le CPU. Et ça, c'est important pour avoir une latence très faible. Et après, le stockage, on a toute la partie object storage, par exemple, pour stocker les modèles, le block storage pour avoir une autre performance en termes d'exécution. Et ça, c'est important dans la couche passe. Après, sur la partie orchestration, Kubernetes, c'est la base, c'est notre moteur. Mais Kubernetes, il va pas suffire. On va ajouter des opérateurs spécialisés. On a par exemple Keda que j'ai eu l'occasion de faire des démos là-dessus il y a quelques sessions, quelques saisons là euh, KubeDev là, qu'on a eu, du Dev Week là qu'on a eu chez Oracle il y a 3 ou 4 ans. Du coup, on peut revoir ces sessions-là. Mais Keda, on sait bien que c'est important dans Kubernetes, toute la partie autoscaling. Il y a la partie autoscaling native avec HPA, VPA, mais qui se base que sur le CPU mémoire. Et Keda, il va étendre HPA pour écouter d'autres métriques. On va écouter des métriques, par exemple, les latences VLLM, pour ajouter dynamiquement les pods. Et Keda, c'est ce qu'il fait. On peut le customiser. La démo que j'avais fait il y a quelques années, c'était par exemple, les Q Kafka, et on peut utiliser sur d'autres métriques. Après, on a KubeRay pour gérer les clusters arrays, et c'est ça qui permet, par exemple, de distribuer les calculs sur plusieurs nœuds. On a aussi un autre opérateur
LWS, Leader Worker Set. Et ça, c'est un élément très important si on veut gérer, par exemple, des leaders et des workers pour avoir des pods qui travaillent ensemble, pour, par exemple, pour des cas d'usage d'entraînement distribué. Et après, on a la partie exposition. C'est là où on peut utiliser les Nginx, Ingress. On a aussi un Conk Gateway qui permet de sécuriser et router les API vers les modèles. Et après, on arrive au runtime et les modèles. C'est là où on a les moteurs. Par exemple, on trouve les moteurs d'inférence comme VLLM, Olama, par exemple, qui s'exécute que sur le CPU, ou Whisper, par exemple, pour l'audio. Au côté modèle, on gérait les base modèles, Llama 3, Mistral, mais aussi on peut se baser sur LoRa pour faire du fine-tuning. Et c'est très important, cette partie-là de concept LoRa. Au lieu de charger, par exemple, tout un modèle entier, 70 gigas pour chaque cas, par exemple, pour chaque client, et c'est surtout des modèles qui sont généralistes, on va garder un modèle de base qui sera en mémoire, et on charge dynamiquement que des petits adaptateurs, quelques mégas, et ça, ils seront spécifiques en chaque cas d'usage. Ça permet, par exemple, de servir plein de cas d'usage sur les mêmes GPU. Et après, on couche haute, on a toute la partie management. Tout ça, c'est piloté, par exemple, par un portail. Je vais vous montrer l'interface. Et la couche monitoring aussi, elle est préintégrée. On a Prometheus pour toute la collecte des métriques GPU avec des CGM. On a toute la partie Grafana aussi pour la visualisation. On a MLflow pour le tracing. Et tout ça, toute cette plateforme-là que vous voyez, cette stack-là, elle est déployable via Terraform. Tout est automatisé. Et c'est ça qui rend les, le blueprint facile à déployer, facile à mettre en production. Du coup, si je vous montre en passant comment le déployer, comment l'utiliser, on va commencer avec la source sur Git. On a aussi AI Blueprint qui est sur le GitHub et public qu'on peut utiliser, voir tout le code Terraform qu'il y a dedans. Et dedans, il y a une partie documentation et comment l'installer. L'installer, et on va aller sur ce bouton-là pour voir euh, tous les prérequis qu'il faut avoir, bien sûr, toute la partie policies qu'il faut gérer dans le tenancy. Et après, on a une partie où on va déployer le VCN et le cluster OKE. Si on clique sur ce Deploy to Oracle Cloud, ça va lancer une stack sur Resource Manager. Resource Manager, c'est juste un service managé pour Terraform pour automatiser le déploiement en se basant sur Terraform. Et dedans, par exemple, celui-là, c'est une partie de Terraform qui va déployer tout le cluster Kubernetes de base pour créer, par exemple, toute la partie réseau et déployer les worker nodes pour Kubernetes. Et après, il y a troisième partie, du coup, le step 3, c'est là où on déploie notre blueprint. Blueprint, dedans, il y a énormément de composants, comme je vous ai montré dans la stack. Et du coup, si je fais le clic là sur le déploiement, pareil sur un Resource Manager, et celui-là, il va deployer le blueprint sur par exemple, au cas que j'avais créé en utilisant la stack, ou bien que j'ai déjà, par exemple, un local que j'avais déjà créé auparavant. Et là, on peut choisir la stack, est-ce que le cluster il est déjà créé, on spécifie les informations d'admin pour l'interface, admin, password, l'adresse mail, et après, est-ce que j'ai le droit de créer les policies ou non, et c'est là où je vais choisir le cluster, sur quel compartiment, quel est le cluster qui a été déjà créé, et après toutes les informations sur les subnets, pour le load balancer, pour l'API, pour les nœuds, et à la fin sur la partie exposition, bien sûr, pour pouvoir y accéder à travers une adresse publique. Moi, je vais pas le faire. J'avais déjà créé
une, euh, une instance. On peut le voir ici. Du coup, si je rentre, j'avais déjà créé j'avais déjà fait un déploiement de la stack. Ça permet euh, de créer toute la stack si on voit dans les logs. Les logs, ça permet de créer toute la stack avec Helm. Il va créer tous les opérateurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on peut voir sur OKE. OKE, c'est le service managé de Kubernetes. Et c'est là où je peux voir, par exemple, il m'a créé des node pools. Des node pools, par exemple, à chaque fois, si je veux faire l'inférence sur un GPU spécifique, il va créer un node pool spécifique pour tel job. Et tout ça, je peux y accéder, bien sûr, tous ces éléments qui ont été créés, je peux y accéder à travers kubectl. Si je me montre à travers du coup kubectl, je peux voir, et si je veux voir les pods avec -a pour avoir tous les namespaces. Et dedans, je peux voir tous les pods qui ont été créés. On voit qu'il y a un paquet sur plusieurs namespaces, sur tout le système, sur Keda, qui va créer. Il y a la partie Kong aussi pour l'exposition. Il y a les opérateurs, où il y a pas mal de stacks qui sont déjà créés à travers ce blueprint. Et du coup, si je vais dans le blueprint, là, le portail, on a toute la partie euh, blueprint librairie. Il y a une librairie de composants qui sont de recipes, ce qu'on appelle, qui sont déjà pré-remplis, pré-configurés, qu'on peut utiliser rapidement. Il y a une partie sur l'inférence, une partie sur le modèle fine-tuning, quelques librairies pour checker les GPU, L-check ou le benchmarking des GPU offline ou online. On a quelques blueprints des partenaires qui vont venir ici, des blueprints sur la plateforme, par exemple, si je veux créer un autre pool partagé, si je veux faire des partages côté par équipe, par exemple, sur l'utilisation du cluster avec Q. On a quelques blueprints qui sont déjà pré-remplis et si je viens ici, ça permet je peux customiser le blueprint. Du coup, c'est un fichier, c'est un JSON. Parce que derrière, c'est le portail, il y a une API qui est exposée. Et du coup, toute configuration, elle envoie l'API backend et tout est fait en JSON. Du coup, je peux customiser ce que je veux déployer. Si je reviens sur le librairie, ceux qui sont les plus populaires, cette partie-là d'inférence, par exemple, si je veux déployer un modèle sur un CPU, je peux venir ici et je peux voir quel type il y a quelques exemples, mais que je peux customiser facilement sur un bar métal, ou juste sur un VM, et je peux voir le modèle qui est déployé et les paramètres qui sont passés en conteneur, et je peux bien sûr customiser ce que je veux comme modèle et changer le modèle que je veux déployer. Pareil, on a une partie d'inférence en utilisant le moteur VLLM. Et là aussi, je peux faire la customisation, par exemple, de qu'est-ce que je veux mettre en place comme modèle. Est-ce que j'utilise un modèle open source ou disponible sur un Hugging Face? Et tout ça, c'est paramétrable à travers ces fichiers JSON-là aussi. Je ne vais pas tarder, il y a deux blueprints aussi qui sont intéressants, le multi-instance GPU. Surtout, c'est intéressant celui-là pour des cas d'usage avec le mix, surtout si on a procuré par exemple un GPU qui est très très puissant. Ça peut être le cas par exemple un GPU A100 par exemple, NVIDIA A100, c'est une carte très très puissante et souvent euh, par exemple, elle est trop puissante pour un seul petit modèle, un seul développeur, par exemple, data scientist derrière. Et le concept de mix, c'est on va c'est pas la virtualisation logicielle, un vrai découpage matériel.
Et ça, ce blueprint-là, il permet de configurer, par exemple, cette GPU-là à 100 pour qu'il se comporte comme cette petite carte graphique indépendante. Comme ça, on peut se partager la même GPU avec plusieurs modèles. Et du coup, en venant ici, je peux faire le mix sur un H100, je peux faire l'autoscaling aussi pour que ça utilise plus de, de bout sur le même GPU. Et après, on a aussi ce concept-là aussi, le multinode inference. Celui-là aussi, c'est l'inverse. Si on a par exemple un modèle qui est trop gros pour une seule carte, par exemple les Llama 70P, par exemple, ils ont besoin de 150 Go de mémoire GPU, et ces modèles-là nécessitent plus de VRAM qu'une seule carte qui est disponible sur une seule carte. Et c'est là, ce blueprint-là, il résout ce problème-là, le problème de modèle sharding. Ça, tout le blueprint, il va déployer tous les composants essentiels. Parce que derrière, on a besoin de Ray qui va découper le modèle et répartir tous les shards sur les plusieurs nœuds. Et on utilise aussi la partie networking avec les bibliothèques. Pour faire ça manuellement, ça va nécessiter beaucoup d'adaptation et beaucoup de tests, alors que ce blueprint-là, il est déjà testé, benchmarké, et du coup, facile à utiliser rapidement pour un déploiement qui est bien compliqué que ça a l'air. Et après, on a une partie de l'autoscaling, comme j'en ai parlé, c'est de KEDA derrière. On peut, par exemple, facilement scaler en se basant sur des métriques d'utilisation d'inférence ou n'importe. Et on peut le coupler aussi avec le cluster autoscaler pour arriver pour par exemple créer des nœuds si on arrive au bout de l'utilisation d'un GPU, du coup, pour ne pas laisser par exemple des pods en état en attente. Du coup, on peut créer en se basant sur l'opérateur cluster autoscaler pour créer d'autres nœuds derrière. Si je passe, du coup, par exemple, si je clique déploiement, derrière, par exemple, j'avais déployé déjà quelques modèles avec un modèle, par exemple, Mistral sur CPU. J'ai déployé le modèle Whisper, par exemple, sur une A10, et pareil, le modèle là, avec le moteur VLLM, je l'ai déployé aussi sur un GPU. Et du coup, on peut rentrer dedans et voir la configuration qui a été faite, mais on peut aussi voir tous les logs des pods et la description du pod, quelles sont toutes les informations à la place de partir sur kubectl, faire ces informations-là de débogage ou de logging. Toutes les informations, ils sont ici. On a les logs du pod. Tout ça, c'est très intéressant, important pour le débogage. Et d'ailleurs, j'avais déjà du coup déployé ces deux-là. Je peux vous montrer comment les utiliser rapidement. Si vous- je clique ici, j'ai déjà c'est le print, par exemple, déjà un script .sh. Et dedans, par exemple, c'est juste un curl sur le host qui sera affiché ici sur l'endpoint et que je peux utiliser euh, pour taper par exemple, en utilisant le modèle Mistral. C'est juste un curl avec le message, par exemple, moi, telle chose. Et c'est la même chose qu'on fait, par exemple, pour un chat, sur GPT ou autre. Et pareil, sur les autres, celui-là, j'ai déployé ce modèle-là de Meta, MetaLlama, là, que j'ai déployé sur un GPU. Et pareil, je peux l'utiliser ici. Par exemple, sur le même, alors, là, j'ai le VLM.sh. Et pareil, c'est la même chose. Et c'est là où on peut voir l'intérêt du GPU, la rapidité d'exécution. Si j'exécute celui-là, alors, on exécute Mistral CPU.sh.
Derrière, il va envoyer la requête. Et là, je peux voir aussi, même quand je l'envoie au GPU, on voit la rapidité d'exécution derrière. Avec GPU, c'est beaucoup plus rapide et c'est ce qu'on s'attendait. Alors que CPU, ça va prendre plus de temps pour le retour de la réponse. Mais derrière, c'est oh, ce qui est important, c'est de savoir que CPU, ça répond déjà, du coup, pour des cas d'utilisation supposons par exemple du batch ou du test et tout ça, on peut utiliser que CPU pour faire ces tâches-là. On n'a pas besoin d'une GPU pour, euh, pour l'exécution de nos LLM. Et après, on a, dans le déploiement, on a vu toute la partie monitoring. C'est là où il y a une partie de Prometheus avec Grafana pour la visualisation. Si on regarde, il y a déjà quelques dashboards qui sont déjà pré-remplis. On a sur la partie métrique sur le cluster, mais aussi par exemple sur nos GPU. Et si je rentre, je peux voir par exemple la température de mes GPU, l'utilisation de CPU l'utilisation de GPU sur ces hardware-là, et que je peux monitorer et je peux me baser aussi sur ces métriques-là pour faire mes tâches-là de scaling automatiquement. Voilà, le blueprint, c'est ce qu'on a vu, ça permet rapidement d'avoir une infrastructure rapide à utiliser avec les bons logiciels, les bons frameworks, bonne configuration aussi. Ce qu'on a vu, parce qu'il faut lier aussi toute la partie, si on fait du clustering, il faut avoir les bonnes versions, par exemple, Ray, il faut avoir du RDMA derrière qui est bien configuré. Tout ça, si on le fait manuellement, ça prend beaucoup de temps. Et c'est là l'intérêt de aussi AI Blueprint, que vous trouvez sur le GitHub. Et sachez que, en se basant sur ça, il y a aussi ce qu'on appelle les accélérateurs, AI accelerators. Ils se basent sur les AI blueprints pour faire un use case de bout en bout en utilisant aussi des services sur OCI qui sont déjà préconfigurés. Et ça, on laissera, par exemple, pour une autre session pour en parler des accélérateurs AI. Du coup, je passe la main à Thomas. Merci pour votre disponibilité. Et à toi, Thomas. Bonjour, merci Otman. Ça va donc être à moi maintenant. Bonjour, je m'appelle Thomas Varlet, je suis ravi d'être parmi vous et de prendre la succession d'Otman sur les différentes composantes. On va commencer par un sujet un peu plus haut niveau que celui de Otman. L'idée est de dire j'ai un développeur qui veut augmenter son application avec de l'IA. Le problème va être de choisir, sélectionner, paramétrer des LLM et du RAG aussi. Comment est-ce que je peux lui fournir une façon simple de le faire? Alors, soit il se connecte sur tous les playgrounds, OpenAI, OCI Generative IA, etc., et il fait ses tests. Avec ce qu'on a mis à disposition relativement récemment, qui s'appelle le Oracle AI Optimizer Kit, on va répondre à ses besoins de développement, de test. Est-ce que c'est un Llama? Est-ce que c'est un OpenAI open source? Est-ce que c'est un Grok? Est-ce que c'est, enfin, quel est le LLM qui va répondre à mon besoin, à son besoin, pardon. Et l'idée du AI Optimizer Kit, c'est réellement de répondre à ce besoin-là. Donc, première bonne nouvelle, l'AI Optimizer Kit, c'est un projet open source qui est donc mis à disposition et qui vous suffit de récupérer. C'est plutôt très simple à installer parce qu'on parle d'un hébergement sous forme de container ou éventuellement de VM. Donc à installer, c'est plutôt assez simple, assez rapide. Pour l'avoir fait il n'y a pas très longtemps, effectivement, ça marche plutôt bien. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Donc on voit à gauche le résultat final, en bas à gauche, pardon. J'ai une interface qui me permet
de switcher, de récupérer et de passer un certain nombre de tests différents LLM et voir si c'est un Llama, si c'est un Grok, si c'est un Dieu seul sait quoi. Il répond à mes questions. C'est vraiment voir un MBD, pardon. L'idée effectivement d'avoir un ensemble tel qu'il est décrit en bas à droite, où on retrouve un serveur d'API au milieu, que je vais pouvoir attaquer directement avec mes tests. Une fois que j'ai sélectionné, je vais pouvoir développer une interface depuis mon application vers mon serveur d'API. C'est une API OpenAI, si je me rappelle bien, donc quelque chose de plutôt standard dans le domaine, et un certain nombre de composantes autour, différents LLM de différentes sources, une base RAG potentiellement, une base autonomous en mode RAG que je vais pouvoir aussi mettre et connecter via un serveur MCP. Et je vais avoir cet ensemble qui va vraiment, je vais avoir mis à disposition facilement, simplement, qui va être hébergé sur un Kubernetes. Et à partir de là, je vais donner l'accès à mon développeur et être capable de dire, vas-y, j'ai fait ton environnement, test, avant de pouvoir sélectionner un des différents LLM ou une différente solution sans avoir passé trop de temps à plugger, à mettre en place tous ces éléments. C'est un projet open source, il est donc disponible. Il suffit de chercher l'AI Optimizer Kit, Optimizer and Toolkit, pardon, et de l'utiliser. C'est vraiment un bac à sable assez formidable. Pour la petite histoire, il y a du Light LLM derrière, qui est en fait la composante au cœur de cet élément, c'est du Light LLM, qui est en fait un espèce de routeur entre différents LLM. C'est ça qui est utilisé au fin fond de cette solution pour vous permettre de switcher et de tester différents trucs. Il y a même des éléments pour faire générer des campagnes de tests sur différents LLM. Enfin, c'est vraiment un outil extrêmement utile et vraiment intéressant quand on veut fournir des moyens à des développeurs pour sélectionner un LLM afin d'augmenter son application. Donc, le problème du développeur, on va dire, est réglé, ou en tout cas, est en voie d'être réglé. Cette fois-ci, j'ai mon data scientist qui m'arrive avec un autre problème, qui est qu'il va falloir, il a envie de soit fine-tuner, soit d'entraîner complètement un modèle. Hein. J'ai pas besoin de modèle préconstruit, auto-hébergé. J'ai envie de vraiment, il a envie et il a le besoin de construire ce modèle. Il va donc falloir que je lui mette à disposition une infrastructure IA. Ça tombe bien, chez OCI, on a absolument tout ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure IA. L'idée étant d'être capable de fournir toutes les composantes pour une infrastructure IA le plus simplement possible et qui est performante. Et on a rajouté le coût parce que les GPU, on parle bien de GPU ici, c'est quelque chose qui est coûteux. Et donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'être capable de bien l'utiliser au maximum de toutes les composantes. Donc, pour revenir un petit peu sur les composantes, il y a différentes composantes dans OCI qui vont vous permettre de déployer une infrastructure IA performante. Tout à gauche, il y a la partie bare metal. L'idée, cette fois-ci, c'est d'avoir un ou des GPU, depuis des Ampères jusqu'à des Blackwell. Je sais qu'on a annoncé les Blackwell Ultra aussi récemment. C'est donc entre des petites machines qui permettent de faire des petits tests jusqu'à des très grosses machines que je vais interconnecter entre elles avec ce qu'on appelle un réseau RDMA, Remote Direct Memory Access. L'idée est d'être capable d'échanger des informations de manière la plus efficace possible. Hein. Quand on fait des entraînements ou du fine-tuning, les données sont réparties ou les modèles sont répartis, et il va falloir que je synchronise tout ce petit monde, et il va falloir que je le fasse efficacement. Sinon, on va passer beaucoup de temps à s'échanger des informations. Et on a effectivement un réseau RDMA sur les shapes les plus importantes, et basé sur du RoCE V2. Donc c'est l'interco pensé pour une infrastructure d'IA. On a aussi les données, c'est le cœur de l'IA, et c'est particulièrement vrai pour la partie entraînement ou fine-tuning. Donc effectivement, en partant de 1 jusqu'à beaucoup
de GPU, il va falloir qu'on nourrisse en données tous ces LLM, tous ces modèles qui tournent et qui sont entraînés. On a toute une gamme de solutions de stockage, depuis un simple NFS jusqu'à du Lustre. Il est capable de supporter la charge de centaines, milliers, voire plus de GPU qui utilisent les données qui sont stockées sur fichier d'une manière efficace, c'est important. Nos plus gros clients, on travaille avec les plus gros fournisseurs de modèles d'IA, utilisent jusqu'à un nombre considérable de GPU. On a annoncé les super clusters à l'échelle Zetascale, donc 131 000 GPU, c'est énorme, c'est monumental. Ça fait des data centers qui sont gigantesques. On a de la capacité. Là, c'est plutôt des choses qui sont au Texas, mais effectivement, à travers le monde, on en a aussi. Et puis après, la variété des différents GPU possibles et imaginables, hein, de l'AMD, du NVIDIA, des choses petites et plutôt efficaces jusqu'à des trucs de dernière génération, pas des trucs, c'est des GPU de dernière génération, des Blackwell Ultra, jusqu'à des monstres qui sont les Grace Blackwell, des monstres de puissance, pardon, là-dessus. Alors, après avoir entendu tous ces éléments, il va falloir que je me mette dans la peau du gars là, qui a l'air de réfléchir. Il voit toute la stack qu'il a déployée, il a des GPU à fournir, il faut qu'il les déploie, donc il faut qu'il fasse un peu de Terraform, il va falloir qu'il les configure d'une manière ou d'autre pour mettre différents éléments, les drivers, etc. Configurer les espaces de stockage également, d'autres services aussi, potentiellement, je pense à du Bastion, du Kubernetes éventuellement. Après, il va falloir que je l'utilise. Comment est-ce qu'on va pouvoir fournir des environnements, soit pour de l'entraînement, soit pour du fine-tuning, soit pour de l'inférence. Et puis après, il va falloir que j'opère tout ce petit monde. C'est-à-dire qu'il va falloir que je le surveille, je regarde. Plus j'ai d'éléments, plus potentiellement, il va falloir que je sois capable de vérifier, de surveiller ce qui se passe. Ça me coûte cher, il faut que ça marche. Hein. C'est ça qui est important. Et éventuellement de les tester. Hein. Tester les différentes composantes. L'idée, c'est qu'on fournit encore une fois des éléments à travers du GitHub. Hein. C'est les stacks HPC, GPU dans OCI. Il en existe deux. Il en existe une qui est basée sur du Kubernetes et il en existe une autre qui est basée sur du Slurm. Donc, il faut savoir que ces éléments, ces templates, sont des éléments qui sont mis à votre disposition, que vous pouvez utiliser, mais ce sont aussi des éléments que mon équipe met en place et déploie pour des clients. Donc, quand on voyait toutes ces annonces disant qu'on travaille avec différents fournisseurs, ce sont ces templates-là qui sont utilisés pour déployer, pour monitorer, pour opérer des déploiements qui sont absolument gigantesques. Donc, c'est des choses qui sont mises à l'épreuve régulièrement, quasiment tous les jours. Pour la petite histoire, si vous avez ce genre de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous accompagner depuis le début, du moment où vous avez l'idée, jusqu'au moment où c'est en production. On a des gens qui sont dédiés à travers le monde à cette tâche. N'hésitez pas à nous contacter. Cette partie-là. Si vous avez suivi les actualités en automne, il y avait AI World. À AI World, notre grand patron, Clément Marzouk, a annoncé quelque chose autour d'Acceleron. On a souhaité revenir un peu sur ce qu'était Acceleron, parce qu'il y avait beaucoup de choses, on n'est pas sûr que tout le monde l'ait vu, et on pense que c'est un élément fondamental, une brique de base pour tout utilisateur OCI ou pour tous les prospects OCI. Donc, qu'est-ce que c'est Acceleron? Alors, Acceleron, c'est un ensemble de travail de fond qui sont menés sur la partie réseau d'OCI. Le réseau, c'est quelque chose d'important dans un cloud. L'idée, c'est d'apporter d'une manière continue des améliorations pour que les performances soient là, histoire d'améliorer aussi le coût. Hein. C'est-à-dire que nous, plus on met de hardware, plus potentiellement le coût est important, mais également la sécurité. C'est vraiment d'être capable
d'une manière la plus transparente possible pour vous, d'améliorer la performance, le coût et la sécurité. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe du temps, de l'énergie, de l'argent à améliorer le réseau? Le réseau, pour faire une analogie, c'est l'équivalent du système nerveux qui nous compose tous. C'est vraiment par où transitent toutes les informations. On n'en a pas forcément conscience, j'entends au sens sans pas nos nerfs, mais quand c'est là où transitent les informations. Et l'idée, prenant un exemple, deux, trois exemples dans OCI, quand j'ai une application qui va consommer une base, je vais passer par le réseau. Donc, si notre réseau est efficace, vous serez plus efficace dans vos problèmes de tous les jours. Si, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, j'entraîne un LLM, il va falloir que j'accède aux informations, voire que j'échange des informations, je vais passer par le réseau. L'idée d'Acceleron, c'est vraiment d'être capable d'améliorer tous ces éléments et de faire que les performances, le coût et la sécurité d'OCI soient améliorés. Donc, on va commencer par un élément assez important. Comment est-ce qu'on connecte les serveurs qui sont derrière les shapes, ou tous les services d'ailleurs, dans OCI? D'une manière générale, quand on démarre une VM, il y a toute une couche de virtualisation qui est mise en œuvre. Et une partie de cette virtualisation concerne la partie réseau, virtualisation du réseau. L'idée, c'est que d'une manière générale, la partie réseau cette virtualisation de réseau va être faite en partie sur la carte réseau et en partie sur le serveur. Il y a donc quelque part une partie des ressources du serveur qui sont consommées pour cette partie virtualisation du réseau. Dans OCI, le choix dès le début a été fait de partir sur un cloud de génération 2. On a vraiment découplé la partie virtualisation du réseau de la partie virtualisation et on l'a poussé sur ce qu'on appelle parfois le cloud controller, qui est en fait tout simplement une SmartNIC, une interface réseau intelligente qui est pluguée dans le serveur, mais qui n'a qu'un seul but. Le but de cette architecture était de dire on va vous fournir du bare metal et toutes les ressources, absolument toutes les ressources, vous seront dédiées et vous les utiliserez en plein. Il y a eu une amélioration qu'on appelle les converge NIC. C'est une nouvelle génération de cartes qu'on va utiliser, qu'on a commencé à utiliser, pardon. L'idée va être de prendre ces deux cartes réseau. Dans l'architecture précédente, j'avais deux cartes réseau. On va les mettre sur une seule carte parce qu'on va être capable de séparer logiquement les deux fonctionnalités. La carte réseau qui vous est dédiée et pour votre usage et la partie marquée pour OCI. L'effet de bord de tout ça, c'est qu'au lieu d'avoir deux cartes, j'en ai plus qu'une, donc ce sera moins cher, moins de hardware. En termes de performance, je ne passe pas par des protocoles réseau, mais je passe par des échanges d'informations sur la même carte. Et en termes de sécurité, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est ça la converge NIC. Plus simple, plus performant et moins cher, ce qui est une bonne nouvelle. Une deuxième partie pour la partie IA. Donc, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, la partie RDM. Alors pour reprendre cette analogie, l'équivalent du réseau, ce serait l'équivalent de la communication entre des neurones. Hein. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille hyper vite, il faut que ce soit efficace. La performance, la performance est importante à ce niveau-là. Il faut que je sois capable d'échanger des informations très, 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 très rapidement avec tous les différents GPU. La manière dont c'est fait. Donc, on parle du réseau RDM cette fois-ci. J'ai mon réseau qui relie mes hosts. J'ai plusieurs hosts avec un ou plusieurs, en général, GPU. Chaque GPU a une interface réseau qui est dédiée à ces échanges ultra rapides. Et il va falloir que je le fasse d'une manière performante. Donc, il va falloir que derrière, sur la partie réseau, j'empile et j'interconnecte un certain nombre de switches. RDMA. Le RDMA, c'est quelque chose qui a un coût non négligeable, en général. J'ai un certain nombre de hosts. Ça, c'était plutôt ce qu'on faisait sur la partie, sur les shapes qui comprenaient des GPU ampères. Maintenant, on passe sur des échelles un peu plus grandes. On parle de la génération des Hopper, par exemple, les H100, les H200. Je rajoute des hosts.
Donc, il va falloir que j'étende. J'ai toujours cette contrainte de performance. Je vais donc rajouter un troisième niveau de switch pour être capable d'interconnecter tout ce petit monde d'une manière efficace. Donc, on augmente encore un nombre de switches. Vous avez sans doute vu les annonces qu'on a fait avec Nvidia, avec AMD. On parle plus de centaines ni de milliers, mais on parle d'un nombre de GPU considérable. Donc l'infrastructure qui est derrière sur ces clusters monumentaux doit être scalable et doit être efficace. Donc est-ce qu'on va continuer à rajouter des switches, ce qui a un coût, hein, pour maintenir la performance? Nos ingénieurs, l'engineering chez nous est venu avec une autre solution, qui est ce qu'on appelle l'architecture RDMA multiplan. L'idée étant de dire, je vais prendre mon host, je vais le connecter sur des plans différents, donc des fabriques réseau 4 complètement indépendantes, de manière à garantir la performance, hein, les bandes passantes. L'effet de bord non négligeable de tout ça, c'est que dans la solution à l'échelle à laquelle on parle, sur la sélection, l'échelle à 3 niveaux, le nombre de switches aurait été considérable. Là, le nombre de switches est moins important, on garantit les performances. Donc, via ce modèle-là, on garantit des performances. On a un autre effet qui est intéressant, c'est qu'en termes de disponibilité, si une fabrique tombe, c'est pas grave, on en a 3 autres. Et on est moins cher en termes de coût. Donc, dernier élément qui nous a semblé être important à couvrir en termes sur la partie accélérons, c'est la partie sécurité. Donc, jusqu'à maintenant, la manière dont on faisait de la sécurité dans OCI et dans les clouds en général, c'était en mettant on l'a délégué aux gens qui s'occupaient des réseaux. C'est-à-dire qu'on mettait des attributs qui sont des security groups, security list, etc., autour du réseau. Donc, c'était les gens qui géraient le réseau, qui définissaient un certain nombre de règles basées sur des trucs bien réseau, l'IP, le port et le protocole. Ça marche, c'est très bien, c'est un modèle qui est éprouvé. On pense qu'effectivement, on peut faire mieux. Et c'est ce qu'on appelle le Zero Trust Packet Routing, Zipper, où l'idée est de remonter le besoin de sécurité à un niveau au-dessus, qui est au niveau du workload. C'est-à-dire qu'avec Zipper, je vais être capable de définir des attributs que je vais poser sur des ressources OCI, et je vais créer des règles. Vous voyez en bas une règle plutôt simple, où j'autorise la partie à gauche, qui serait donc plutôt un LLM, dans mon exemple là, à communiquer avec ma base. Donc j'imagine qu'on est dans un carag. Et c'est comme ça que je vais autoriser le réseau. Enfin, la communication. Ma partie compute, que j'ai appelée Other Apps, elle ne pourra pas discuter avec elle parce que je ne l'ai pas autorisée. Un autre élément qui est en GA depuis la semaine dernière, mais qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les Private Service Access, PSA. Jusqu'à maintenant, quand je voulais permettre l'accès à un service au sein d'un réseau, je le faisais via des private endpoints. Et un private endpoint, c'était défini par rapport à un bucket ou un service en particulier, un déploiement d'un service. Le private service endpoint est une autre manière de rendre ce service, mais en l'étendant au niveau d'un service. Je veux que toutes les informations je veux que toutes les applications au sein de mon réseau, quand elles veulent accéder à du stockage, elles doivent passer par l'interne. Eh ben, je vais faire un private service access où je vais dire tous les accès au stockage passeront par moi. C'est aussi simple que ça. Et ça permet de faire des choses intéressantes, typiquement de dire maintenant faire ce qu'on appelle des deny policy, qui vont me permettre de dire l'accès à ce service, à ce bucket, ne pourra pas se faire en dehors du VCN Tartampion. Enfin, là, je l'ai appelé VCN 1, Net 1, pardon. Voilà. Je vais donc passer la parole à Flavie. Enfin, je vous remercie pour ce temps. J'espère que ce fut intéressant. N'hésitez pas à nous poser des questions. Je vais passer la parole à Flavie. Voilà. Flavie, c'est à toi. Merci à nos experts, merci à toi et merci à Hotman. Vous avez la possibilité donc d'utiliser le bouton Q&R pour poser vos questions car on va donc entamer notre session de questions-réponses et on sera donc accompagné de Eduardo Serra pour cette session. Pendant que vous pouvez poser vos questions, je me permets de faire une petite pub donc pour notre événement l'I World Tour qui aura lieu donc le 19 mars
à Paris. Donc, vous pouvez donc avoir plus d'informations, vous inscrire sur le lien qu'on va vous partager actuellement dans le chat, mais également grâce au QR code qui est tout de suite affiché. Donc, merci encore et je laisse Eduardo et Thomas et Othman s'occuper de vos questions. Merci Flavie, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là avec nous et merci aussi à Othman et à Thomas de cette présentation. Donc il y a déjà quelques questions qui sont arrivées pendant la session. Othman, je commence avec toi. Je pense qu'elles sont pour toi. Tu as parlé par exemple d'une bibliothèque de modèles qu'on peut utiliser. La question c'est est-ce que je suis limité aux modèles présents dans la bibliothèque? Ou est-ce que je peux déployer un modèle propriétaire que j'ai entraîné en interne? D'accord, ok. Merci Eduardo. Alors, absolument pas limité. On a une partie, comme j'ai montré, il y a des blueprints qui sont déjà disponibles. Et dans les blueprints, derrière, c'est un déploiement en JSON, un fichier JSON qui envoie l'API backend. Et dans le backend, dans le JSON, on peut customiser, par exemple, le chemin vers le modèle qu'on veut utiliser, qui sera sur un bucket, par exemple, et le conteneur aussi qu'on va utiliser. Tout ça, c'est customisable. Du coup, on n'est pas limité à un modèle, mais on peut utiliser le modèle qu'on veut, le modèle custom qu'on veut. Voilà. Ok, merci. Une deuxième question pour toi. Concernant l'autoscaling avec Keda, est-il possible de configurer le système pour qu'il descende à 0 instance, scale to 0, la nuit ou le week-end afin d'économiser les coûts GPU? OK. Du coup, Keda, comme on l'a montré, on peut customiser dans la partie configuration. Juste pour rappeler, Keda, c'est un outil qui permet de faire l'autoscaling il étend l'outil de scaling automatique sur Kubernetes qui est HPA. Et du coup, HPA, il est basé que sur CPU mémoire. Keda, il va étendre pour, euh, pour se baser sur d'autres métriques custom, sur des API. Et du coup, dans la configuration, on peut mettre le minimum par exemple, il y a une partie déjà de pod, par exemple, le minimum de pod qu'on veut avoir et le maximum. Et après, on peut le lier aussi avec le cluster autoscaler. Lui, il gère du coup tous les nœuds sur lesquels exécutent les pods. Et du coup, bien sûr, on peut configurer, pour répondre à la question, on peut configurer pour dire s'il n'y a pas d'exécution, par exemple, ou des inférences qui se passent sur les pods, du coup, on peut éteindre les nœuds GPU qu'on a dans les workloads. Voilà. Très bien, merci Odman. Ouais. Du coup, je pense que les suivantes sont pour toi, Thomas. Cette question, en fait, elle est liée à l'Optimizer Kit. La question, c'est est-ce que je peux connecter l'AI Optimizer Kit à n'importe quel LLM, entre parenthèses, on-prem ou cloud? La réponse est oui. Il s'agit juste d'une chaîne de connexion qu'on rentre dans l'outil. On est capable effectivement de tester différentes solutions, qui soient dans OCI, chez vous, dans un autre cloud. Donc oui, très clairement oui. C'est même fait en fait, pour être capable à un moment, on a déjà des clients avec qui on travaille pour utiliser la partie routage, entre autres, pour être capable suivant les scénarios, suivant les critères du besoin, switcher sur différents LLM hébergés à différents endroits. Donc la réponse est oui, c'est possible. Très bien, merci. Et il y a deux questions, je pense aussi pour toi, et je pense que c'est d'un client OCI. Qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier des améliorations apportées par Acceleron? Et je te poserai après la deuxième question. Alors la réponse est absolument rien et à un coût zéro. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. L'idée est que Acceleron, enfin, en tout cas au moins sur la partie convergenique, est
déploiement et en cours d'utilisation sur les déploiements hardware, j'entends, hein, sur les nouvelles shapes. Tout nouveau déploiement utilise Acceleron. Pour la partie multifabrique, network, on parle très clairement des très grosses shapes et plutôt récentes, tout ce qui est Blackwell Ultra ou MI355. Enfin, les shapes sur lesquels on a des échelles importantes en termes d'infrastructure. Et pour la partie zipper, tout ce dont j'ai parlé est en production. Donc il suffit de l'utiliser. Je pense même qu'on peut, si ce que j'ai vu est, enfin, c'est correct, on peut utiliser un mélange des deux, parce qu'effectivement, la plupart des clients utilisent actuellement toute cette sécurité au niveau du réseau. La partie zipper n'est pas exclusive. On peut commencer à l'utiliser sur certains nouveaux scénarios. Donc, pour faire simple, tout de suite, à coût zéro. Voilà. Très bien, merci Thomas. Et dernière question pour l'instant. Mon infrastructure IA comporte 50 GPU. En quoi l'architecture du réseau RDMA multiplan me concerne? C'est une bonne question, celle-là. Donc, effectivement, j'ai parlé du réseau à notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un ou plusieurs data centers. C'est-à-dire que nous, notre problème est capable d'héberger un ou plusieurs clients. Il y a des cas où on a effectivement des clients qui sont dédiés, qui utilisent complètement un data center, voire plusieurs data centers. Mais là, l'idée, c'est qu'effectivement, nous, on construit une infrastructure qui est mutualisée, que vous allez utiliser par petits bouts ou grands bouts. Donc, si nous, on prévoit derrière une infrastructure qui vous garantit en permanence, quel que soit le nombre de ces GPU, une performance optimale et une résilience optimale, vous allez bénéficier de tout ça. L'autre effet intéressant, c'est effectivement le coût. Comme je l'ai précisé au moins, je pense, une ou deux reprises, le nombre, sur cette histoire de multiplanar, le nombre de switches diminue, donc tout ce que vous ne voyez pas et vous ne voulez pas voir, mais dont nous, on doit s'occuper et opérer, diminue sur les nouvelles générations. Et donc, en fait, en termes de coût, c'est plutôt intéressant. Voilà. Très bien. C'était la dernière question. J'en ai pas d'autres pour l'instant. Donc, merci à tous les deux pour vos réponses. Et Flavie, je te passe la main. Merci. Et je vous remercie également à tous. Aussi, merci Eduardo et merci à tous nos participants. Je vous rappelle donc que demain aura lieu la dernière session qui est donc comment OCI répond aux exigences en matière de localisation, contrôle, sécurité et conformité de vos datas. Et on espère vous voir demain. Merci beaucoup.